avec Xavier, quand on fait des interviews, on aime bien vous trouver des gens qui peuvent vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Et là, je peux vous dire que vous allez être servi. Est-ce que tu peux, en partant du principe que j'y connais pas grand-chose, expliquer ce que tu gères et comment tu le gères? Ouais, bien sûr. Donc moi, mon métier, c'est gérant de portefeuille. Donc en fait, j'ai un portefeuille d'actifs. Ma classe d'actifs, c'est les obligations convertibles. Donc ça, je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une obligation convertible. Et je travaille pour une institution française qui s'appelle la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des Mhm. dépôts, c'est une institution qui gère le livret A. Le livret A, c'est l'épargne des Français. C'est-à-dire qu'un Français qui a un livret A, il peut être à la Banque Postale, au Crédit Agricole, au LCL, où vous voulez. Et en fait, cet argent, il ne va pas rester sur son compte bancaire dans sa banque, mais il y a 60% de ce montant qui va être transféré à la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts va se servir de cet argent pour pour financer le développement de la France. Quand je dis développement de la France, ça va être des projets comme des logements sociaux, ça va être le financement de grandes lignes de TGV, de projets éoliens, ce genre de choses. Donc en fait, il faut vous dire que l'épargne des Français, c'est grosso modo 400 milliards d'euros, un peu plus maintenant, 450 milliards d'euros. Il y en a 60% qui sont à la Caisse des dépôts, donc 250 milliards à peu près. Et donc ces 250 milliards, il y en a une grosse partie qui va ça va être du prêt aux entreprises, des prêts à très long terme. Ça va être des prêts à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, les banques traditionnelles ne le font pas. Donc ça, c'est une grosse partie du travail de la Caisse des dépôts. Et moi, j'interviens sur une autre partie, c'est sur la partie gestion de liquidité. Parce que si vous avez, je sais pas, 3 000 euros sur votre livret A, demain, vous allez voir votre banquier en lui disant, je voudrais retirer mes 2 000 euros. Il vous dit, ah mais non, mais moi, je l'ai prêté à EDF Mhm. pour 40 ans pour financer un nouvel EPR. Vous allez dire, mais ça me va pas, ça. Et donc, il y a une partie de l'argent de la Caisse des dépôts, à peu près 70 milliards, qui, lui, est mis en poche de liquidité et qui est investi sur les marchés. Et moi, je travaille sur cette partie-là. Et si tu peux définir ce que c'est qu'une obligation convertible, en rentrant un petit peu dans le détail. Alors, en rentrant dans le détail, je pense qu'il faut poser les bases. Une entreprise, elle a un bilan. Dans son bilan, il y a un actif et un passif. Le passif de l'entreprise, c'est ce qui va lui servir pour financer son activité. Et dans ce passif, on va trouver deux choses. On va trouver en haut, ce qu'on appelle les capitaux propres ou les actions. On va parler d'actions. Et en bas, enfin, on met deux étages, hein, mais c'est simplement c'est le format standard de présentation. Mais donc, il va y avoir deux choses. Il va y avoir les actions et la dette d'entreprise. Donc, d'un côté, l'entreprise va être financée par des actionnaires qui vont lui donner de l'argent et qu'elle va investir. De l'autre, elle va être financée par des créanciers qui vont lui prêter de l'argent, à qui elle va devoir rembourser généralement un montant d'intérêt et, in fine, le montant qui leur avait été prêté initialement. Donc on voit bien, il y a deux aspects dans le financement d'une entreprise, la dette et les actions. Et une obligation convertible, c'est le mélange de ces deux mondes. C'est-à-dire que ça va être une obligation, donc de la dette, que le porteur va pouvoir convertir en action si jamais l'action de l'entreprise a bien performé. Donc je prends un exemple. Moi, je vais acheter une obligation convertible, je vais donc devenir créancier, donc je vais donner 100 euros à l'entreprise et elle va s'engager à me le rembourser dans 5 ans, par exemple. Et tous les ans, elle va me payer 2% de coupon. À l'instant T, au moment où j'achète, au moment où l'entreprise émet, l'action de cette entreprise vaut 50. 5 ans plus tard, l'action de l'entreprise vaut plus 50, mais 80. Moi, je vais pouvoir dire à l'entreprise, plutôt que vous me remboursiez 100, je vais profiter et je vais prendre des actions de votre entreprise. Et donc, c'est ça le principe Mhm. d'une obligation convertible. Alors là, je vous ai donné un exemple, si je fais, parce que là, vous me dites, oui, mais alors moi, finalement, c'est passé de 50 à 80, j'ai gagné 30, mais on va me rembourser 100 de dette. Bon, ça vaut pas le coup. Mais dites-vous qu'en fait, j'avais pas droit à une action, mais à deux actions. Donc, du coup, plutôt qu'on me rembourse 100 de dette, on va me rembourser 2 fois 80. Enfin, on va me donner l'équivalent de 2 fois 80 actions, donc 160. Donc là, l'idée d'une obligation convertible, c'est vraiment ça. C'est de la dette que le porteur va pouvoir convertir en action si le cours de l'action est bénéfique pour lui. Et en fait, ça, c'est un marché, j'imagine, qui est pas tellement accessible pour les particuliers. Et c'est plutôt un marché qui est accessible à des experts. Alors c'est un marché qui n'est pas accessible ou très peu accessible en direct, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir acheter une obligation convertible comme vous achetez une action totale par exemple. En revanche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est acheter des fonds d'obligations convertibles. Donc Mhm. là, il y a des entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs, ça peut être des petits asset managers comme des très gros, qui ont des fonds d'obligations convertibles dans lesquels vous allez pouvoir souscrire de la même façon que vous allez pouvoir acheter un fonds action, je sais pas, tech croissance
sur Bourse Direct, vous allez pouvoir faire la même chose sur les obligations convertibles. Maxime, peut-être pour mieux comprendre l'instrument que sont les obligations convertibles, est-ce que tu pourrais expliquer un peu l'asymétrie qu'il y a, enfin ce qu'on appelle la convexité, etc., dans les obligations convertibles? Oui, bien sûr. Alors effectivement, il y a là le plus simple, c'est vrai que ça aurait été d'avoir un joli graphe, mais il faut vous dire comment est-ce que on parle d'asymétrie dans les obligations convertibles parce que, comme on dit, au moment où j'achète l'obligation, je paye, donc moi je vais donner 100, on va me donner un titre, c'est-à-dire une obligation convertible, et je sais que tous les ans pendant 5 ans, je vais toucher 2%, et à maturité, on va me rembourser 100. Ça, c'est ce qu'on a composant de crédit. Donc ça, c'est si tout se passe bien d'un point de vue de crédit. Donc là, j'ai plutôt une philosophie de gestionnaire crédit, c'est-à-dire que là, je me concentre sur le risque de défaut. Donc vous voyez que finalement, mon PF, je le connais au début. C'est 2%, 2%, 2%, et à la fin, c'est 102. Mais il y a cette possibilité, si jamais le cours de l'action augmente suffisamment, et on va pouvoir réfléchir après à qu'est-ce que ça veut dire augmenter suffisamment, que finalement, à la fin, on ne me rembourse pas 102, mais puisque je vais demander à être converti en action, je vais pouvoir tilter 110, 120, 130, et ça peut augmenter aussi haut que le cours d'une action. Donc on voit que là, il y a une asymétrie. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai normalement 100 de remboursement in fine, ou 0 si jamais je fais défaut, mais ça, c'est relativement rare si on choisit des émetteurs avec un bon rating crédit. Et de l'autre côté, par contre, j'ai un potentiel de hausse qui est, comme sur les actions, théoriquement illimité. Parce que ça, c'est le principe d'une action. On sait que si jamais j'achète 50 une action, le pire que je puisse perdre, c'est 50. Par contre, je ne sais pas combien je peux gagner. Si quelqu'un a investi dans Tesla, voilà, parce que c'est le plus connu, voilà, il y a 5 ans, ça valait $50, ben maintenant, ça valait 600. Bon, ben, il ne savait pas jusqu'où ça pouvait monter. Donc c'est un peu la même philosophie, c'est qu'on a finalement cette asymétrie qu'on n'a pas du tout dans le crédit, où il y a moins de risques, mais moins de revenus. Voilà. Donc en fait, si on a une action qui végète ou même qui a pas très bien performé, on va se retrouver avec un produit qui va être une obligation, plus ou moins, et plus l'action va exploser type Tesla, plus on va se retrouver avec un outil qui est proche d'une action en fait. Donc c'est ça et dans ton portefeuille, est-ce que tu as plutôt des titres qui sont ce qu'on appelle investment grade, donc de très bonne qualité, mais qui ressemblent plus à des obligations, ou est-ce que tu cherches à t'exposer plus au marché action avec des deltas plutôt élevés? Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est le delta au passage. Ouais, alors je vais reprendre effectivement, avant de répondre à cette question sur à nouveau une obligation convertible. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais généralement on dit que finalement c'est un bond, donc une obligation, plus un call. Pour rappel, un call, c'est la possibilité, c'est le droit d'acheter une action à un prix défini à l'avance. Donc si jamais j'achète un call, maturité 1 an pour une action, sur une action avec un strike à 10, donc moi j'ai le droit de l'acheter à 10. Si jamais dans un an l'action vaut 20, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exercer mon call, obtenir l'action, ça va me coûter 10, et je vais la revendre instantanément sur le marché, j'aurai gagné 10. Je rappelle ce que c'est que le principe d'un call. Si l'action ne vaut pas 10, mais 5, j'ai aucun intérêt à payer 10 pour avoir une action qui vaut 5 dans le marché. Donc en fait, on se dit qu'une obligation convertible, c'est bien ça, c'est une obligation plus un call. Maintenant, on va prendre plutôt l'exemple, effectivement, tiens, je veux acheter du LVMH, on va prendre un chiffre rond, ça vaut pas ça, mais c'est pas grave, on va dire que ça vaut 100. J'achète du LVMH, l'action. Et dans 2 ans, si l'action LVMH, elle vaut 130, j'ai 130. Si elle vaut 50, j'ai 50. Avec une obligation convertible, je vais acheter une obligation convertible LVMH à 100 toujours. Si dans 2 ans, l'obligation, excusez-moi, je reprends, si dans 2 ans, l'action vaut 130, mon obligation convertible, elle va valoir un peu moins que l'action, on va dire qu'elle va valoir 120. Par contre, si dans 2 ans, si mon action vaut 50, là, mon obligation convertible, on va me la rembourser à 100. Et donc, c'est là la symétrie dont tu parlais aussi. C'est-à-dire que d'un côté, je suis protégé complètement à la baisse parce que je suis remboursé au pair. Et de l'autre côté, alors je vais gagner un petit peu moins de performance. C'est normal parce que c'est une option. Mais en revanche, je vais quand même profiter du gain à la hausse. Donc, c'est ça l'univers. En fait, on peut dire que c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à la baisse sur la partie action, je ne suis pas exposé. En revanche, je participe à la hausse. Et j'ai finalement un remboursement garanti si l'émetteur ne fait pas défaut.
Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un petit extrait d'un podcast qui a duré plus d'1 heure et je vous mets le lien vers le podcast sous cette vidéo. Par ailleurs, côté investissement, eh bien, j'ai renforcé ma position dans Arbor Realty Trust qui a eu des résultats très satisfaisants, donc elle commence à bien performer, mais c'est pas pour ça que je la choisissais, hein. Je la choisissais parce que je voulais justement qu'elle ait un rendement très élevé. Donc si elle commence à se prendre pour une boîte de croissance, on va pas être d'accord. L'autre chose, c'est que malheureusement, je vais être amené à moins faire de stock picking sur la plateforme Bucks parce qu'ils ont modifié leur structure tarifaire et ces structures tarifaires fait que les ordres sur le marché américain vont désormais coûter quelque chose et c'est très dommage parce que le gros intérêt de Bucks, c'est que contrairement à ses concurrents, ça permettait de faire du stock picking avec des petits montants et ils sont en train de changer de business model, ils sont en train de pousser leur plan d'investissement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er avril, les plans d'investissement chez Bucks vont devenir gratuits et donc un plan d'investissement, ça veut dire que vous devez déterminer à l'avance le montant que vous voulez investir, vous devez faire un panier d'actions et d'ETF dans lesquels vous voulez investir et Bucks va exécuter les ordres pour vous sans frais. Donc c'est ce que je vais faire à partir de maintenant sur cette plateforme et je vous montrerai le plan d'investissement que je vais mettre en place pour être tout à fait transparent avec vous. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que Bucks à partir de maintenant prend des frais. Ils vont prendre des frais de quelque chose comme 3 € par mois, donc ça va revenir à 30-40 € par an pour investir chez Bucks. Et donc ma première réaction, je vous avoue, ça a été de me dire mais voilà, je me casse, je vends tout et je me casse. Mais en fait, quand je compare avec l'autre courtier que je connais, à savoir DeGiro, Bucks reste plus intéressant parce que DeGiro prend des frais de connexion aux places bancaires. Et donc à la fin, ça devient un petit peu plus cher, même DeGiro par rapport à Bucks. Mais voilà, en fait, j'avais une solution avec Bucks pour pouvoir faire du stock picking à partir de petits montants. Donc c'est dommage qu'ils aient mis en place cette structure de frais. Et ce que je vais faire aussi, c'est je vais continuer à faire grandir mon portefeuille chez Bucks, mais à côté de ça, je vais regarder s'il n'y a pas une alternative qui permet de pouvoir faire ce que je voulais faire, à savoir du stock picking avec des petits montants et peu de frais. Si vous avez une idée là-dessus, dites-moi. La plupart des courtiers que je connais du type Trade Republic ou Trading 212, en général, il y a des frais du type, je sais pas, 1 € pour passer des ordres, etc. Donc c'est moins intéressant, mais si vous connaissez une plateforme qui permet d'investir des petits montants sans payer de frais, c'est avec plaisir que j'irai voir ça. Mais voilà, les courtiers, c'est comme tout, c'est important d'être diversifié. C'est pour ça que c'est pour ça que j'étais passé de DeGiro chez Bucks. Maintenant, vous le savez, mon portefeuille DeGiro est en pilote automatique. Maintenant, je vais mettre mon portefeuille chez Bucks en pilote automatique et je vais chercher une alternative pour le stock picking. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.